le rassemblement. Papa a récupéré les écrits de son grand-père et de son père qui ont fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale et à la demande de Lali et d'Adrien qui lui avaient plusieurs fois demandé de parler de la guerre d'Algérie, a décidé de lui aussi écrire sur la guerre d'Algérie. Il a fait un travail très minutieux parce que les écrits de mon arrière-grand-père et de mon grand-père étaient vraiment difficilement lisibles, donc il a tout recopié à la main en manuscrit il y a des années de ça. Il nous a légué à chacun de nous trois, Adrien, Lali et moi, un carnet, voilà, intitulé « Pour mes enfants et leurs descendants ». Donc, ce carnet, c'était incroyable parce qu'il est arrivé par la poste quelques jours avant sa mort. Et ça fait 10 ans qu'on a ça dans les mains et 10 ans que je me dis c'est une mine d'or. On lit plein de témoignages et tout ça et nous, on a une mine d'or qui provient de notre famille. Donc il faut en faire quelque chose. Et en fait, quand j'ai décidé de faire cette folie de fêter mon anniversaire, je me suis dit, là, on va rassembler les générations. Et donc, c'est le moment de le faire parce qu'en fait, je voulais qu'il y ait des jeunes et parce que je considère que ça fait partie tout simplement de notre devoir de mémoire. Et je vais commencer. Donc là, je prends la parole de papa. Le 31 janvier 2009, Adrien m'a demandé de lui parler de la guerre d'Algérie à la suite de la projection de L'ennemi intime en vidéo, parce que je lui avais dit, quand le film est sorti, que c'était le film qui était pour moi, de tous ceux qui étaient sortis sur ce sujet, l'évocation la plus fidèle de la réalité de cette guerre. Mais voilà, je pense que cette guerre s'inscrit dans un cycle, celui des violences et des tumultes du XXe siècle, le mien, celui de ma famille. Le cycle a pris fin au début des années 60. On a alors changé de civilisation, fin des hostilités, la France en guerre depuis 1939, nouvelle vague au cinéma, le rock et les yéyés, la prospérité économique en plein essor, le début du féminisme, planning familial, etc., l'appétit de vivre sans entrave, etc. C'est une histoire, celle-là, qui vous est plus proche. Vous la connaissez un peu par la télé, le cinéma et jusqu'à des conférences qu'on fait sur le rock'n'roll qui était alors considéré comme un divertissement d'ado. Le seul événement un peu historique a été mai 68. Après est arrivée la crise en 1973 et c'est la modernité dans laquelle vous êtes venus au monde et dans laquelle se déroule votre vie. Ce qui s'est déroulé avant les années 60 est d'une nature différente. C'est une histoire qui relève du tragique, parce que le tragique, c'est lié au drame, la menace, la présence de la mort, comme au théâtre, la différence entre la comédie et la tragédie. Cette histoire ne concerne que ceux qui sont nés avant la Deuxième Guerre mondiale, votre arrière-grand-père Achille, votre grand-père Ernest, votre père. Achille, tué à Verdun le 16 mai 1916. D'Achille, qui était avant-guerre un prospère chef de culture dans une grosse ferme de Picardie, à Villeray, dans l'Aisne, il reste quelques lettres écrites du front. Aucune n'est destinée à sa femme Hélène. Celles-ci ont été égarées. Elles sont destinées à ses beaux-frères et à son frère. J'ai dû faire un choix commandé par la lisibilité, certaines sont écrites au crayon, la clarté du propos, certaines sont obscures, l'aspect non fragmentaire, orthographe respectée. Première lettre. À Edmond Pinchon, son beau-frère, mari de sa sœur. Aux tranchées de Chassenny, le 25 mars 1915. Mon cher Edmond, je reçois ta lettre du 18 mars qui me fait un grand plaisir et te remercie de m'avoir envoyé une pièce de 100 sous. J'espère bien que tu ne te prives pas pour nous rendre service, ou alors je serais gênée pour la recevoir. Si j'avais su que tu m'enverrais de l'argent aussitôt, j'aurais attendu un moment pour en demander à M. Séverin. Je crois t'avoir dit que, le jour même où je t'écris, j'avais écrit à M. Séverin, lui demandant qu'il veuille bien me faire l'avance d'une pièce de 20 francs. J'attends sa réponse et compte bien qu'il pourra me satisfaire. Et avec cela, je serai tranquille pour un bon moment. Si je pouvais finir la guerre sans en redemander. Penses-tu que nous aurons le bonheur de rentrer pour l'automne prochain ?
Je commence à perdre l'espoir, et je crois que, malheureusement, nous en tenons pour un moment. Voici bientôt 6 mois que j'entends parler de l'offensive générale, et c'est toujours pour le mois prochain. Ils ont peur de se casser le nez, et c'est ce qui arrivera. S'il faut repousser les Boches chez eux pour avoir la victoire qui nous rendra la paix, la liste des morts au champ d'honneur sera aussi longue que l'on n'en verra pas la fin. Je vais te citer un exemple de notre offensive qui s'est passée au 87e en février. Pour prendre un point qui est assez important, ils ont dû aller 5 fois à la baïonnette et ont laissé 1400 hommes sur le champ de bataille, et tout cela pour avancer d'1 kilomètre. Juge-en comme il te convient et calcule à combien nos pertes s'évalueraient pour arriver à Berlin. Il ne faut pas se faire d'illusions et croire tout ce que les journaux nous racontent. Si les Allemands sont entrés dans une guerre aussi terrible, c'est qu'ils étaient en mesure de le faire et qu'ils ont su la préparer. Tu es certainement convaincu que l'on nous a bourré la cloche au début, quand on nous promettait qu'on serait à Berlin dans 15 jours. Je ne suis pas trompée que les Boches font semer nos terres, et je suis même convaincue qu'ils récolteront avant de quitter notre territoire. Tu as sans doute appris que les Russes ont remporté une grande victoire concernant la prise de Przemyśl. C'est un grand point, ça peut toujours nous faire du bien. D'après les journaux, 150 000 hommes étaient tenus à ce siège. Maintenant, le bruit courait hier dans notre secteur que l'île était aux mains des Anglais. Ceci n'est pas confirmé, et le journal d'hier n'en parle pas. Tu as vu que je n'ai pas approuvé la fuite de nos compatriotes du Verguier réellement. J'ai été un peu vexée en lisant la lettre d'Alfred Gerb quand il me dit qu'ils ont abandonné ses sœurs à Soyecourt, qu'elles ne pouvaient plus marcher et que les autres abandonnaient les vieillards et les enfants, les laissant aux mains des Boches. Je n'ai jamais fait de patriotisme, comme tous ces gens-là, mais si j'ai la chance de rentrer, je pourrai leur prouver que j'ai été plus qu'eux et que j'ai toujours resté fidèle à mon poste. Je ne compte plus recevoir de nouvelles de Gerb, car j'ai touché un peu à sa corde sensible en répondant à sa lettre en question. Mais j'en ai pas de regrets, ça m'étouffait, et je suis content de m'avoir. La suite est illisible. Patience, mon cher Edmond, nous rentrerons. Je l'espère, et nous en causerons de cette guerre. J'ai toujours l'espoir qu'après la guerre, le travail reprendra chez nous avec beaucoup de prospérité. Reçois de ton beau-frère une cordiale poignée de main et accepte mes meilleurs sentiments. Achille Dubreuil. Lettre à Edmond Pinchon, le 27 mars 1915. Mon cher Edmond, je reçois ta lettre du 23 mars qui me fait un grand plaisir. J'en reçois en même temps une de Georges qui me fait plaisir de m'apprendre que Charles Plouvier fait du sport et parle même de faire de l'aéroplane, car j'aime bien les gens qui font preuve d'énergie et qui prouvent leur courage. Mais s'il s'amuse à faire des reconnaissances sur le front allemand, il peut avoir des mauvais passages, car je te dirais que nos avions ne peuvent plus franchir leur ligne tellement ils sont poursuivis par leurs obus. Je ne sais ce qui peut se passer en ce moment, mais si tu lis les journaux, tu peux remarquer que depuis quelques jours, ils sont absolument nuls de tout renseignement. Peut-être y a-t-il une surprise de réservé qui va se déclarer. Dans une de ses lettres, M. Pierre Tellier dit à Georges que la guerre finira plus tôt que nous le supposons. S'il pouvait dire la vérité. Je viens de lire dans Le Matin une phrase qui est intéressante. Il suffit de la comprendre. Un officier de réserve allemand fait prisonnier dans l'Argonne le 10 février à une question que lui pose un de nos généraux répond ceci. Nous sommes trop faibles pour attaquer, trop forts pour reculer et trop fiers pour rentrer chez nous. J'en conclus qu'ils nous tiendront le plus longtemps possible et que mon ancienne idée est très bonne, que nous aurons la paix où nous sommes et que nous n'aurons jamais le plaisir d'aller à Berlin, ce qui vaudra mieux pour la sécurité de notre peau. Nous avons dans notre régiment un prêtre curé avec lequel j'ai fait mon congé. C'est un charmant garçon et très dévoué. Il est caporal brancardier au 6e bataillon. J'assiste à sa messe tous les dimanches. Ses sermons sont intéressants, mais j'y trouve un nœud. Car bientôt, il faudrait croire à 2 bons dieux. Un pour les Allemands et un pour les Français. D'après les communiqués de l'agence Havas, les Allemands ont confiance en leur Dieu pour assurer la victoire. Et lui,
dans ses sermons, nous demande de la réclamer à Dieu et que c'est lui qui nous donnera la victoire. Donc, la conclusion est bien difficile. Au moment où je t'écris, ce bon prêtre passe dans les tranchées et invite les hommes à faire leur Pâques. Je viens de m'entretenir avec lui et lui déclare que j'ai perdu une grande partie de ma confiance en Dieu depuis la mort de Vauban. Alors, il me répond « vengeance ». Et moi, qui suis heureux d'être infirmier, pour ne pas tirer sur des hommes comme moi, qui sont la plupart pères de famille. J'en conclus que si la providence de Dieu existe, le mot « vengeance » ne doit pas exister, qu'on devrait être tous amis et s'entraider réciproquement et surtout supprimer ces terribles guerres qui font la ruine de nos pays et sèment le deuil partout. Trouves-tu ma raison juste ? Bien à toi et vivement la paix. Achille Dubreuil. Lettre 3 à son frère Georges, mobilisé dans le train des équipages. Aux tranchées, le 30 juillet 1915. Mon cher frère, encore une petite lettre pour te dire que je suis en bonne santé et que le temps semble de plus en plus long encore que pendant l'hiver où on passait la majeure partie du temps à jouer aux cartes. La matinée est pourtant belle par ce beau soleil d'été qui semble nous rajeunir. Le vert feuillage qui nous entoure, tout semble avoir un caractère à nous égayer. Mais au contraire, la saison en s'avançant, les opérations de la guerre nous indiquant une deuxième campagne d'hiver, la soumission à l'autorité militaire, tout cela nous rend moroses et nous aigrit le caractère à un point que si on avait le droit de l'ouvrir, à chaque instant on se foutrait sur la gueule avec quelqu'un. Et tu crois que cela n'est pas malheureux d'être obligé de penser qu'on peut encore passer l'hiver dans ces trous humides, au milieu des bois avec les rats, les poux et toute la vermine possible ? À votre atelier, c'est ce que l'on en pense. Je suis bien certain que tout le monde en a aussi plein le dos, malgré que vous êtes à l'abri. Edmond me dit dans sa dernière lettre qu'il t'a parlé un peu sec au sujet des filles malaisieux. Ne fais pas trop attention, tu sais qu'il aime bien à s'occuper de tout. Il ressemble à son père. Je n'ai qu'un conseil à te donner, c'est de les abandonner avant que la guerre finisse. Si tu veux fonder un foyer après, tu trouveras. Alors là, nous passons à des cartes postales. Donc je vous lis ce qu'a écrit papa. J'en ai retenu 3 qui concernent un séjour que fit Achille à l'hôpital, puis en permission de détente à Toulon. C'est la seule indication que je possède sur son emploi du temps entre le 30 juillet 1915 et ce mois de mars 1916. Ce séjour à l'hôpital est-il dû à une blessure, une maladie ? Une chose est sûre, c'est qu'il a obtenu la croix de guerre. Mais quand ? Carte 1. À Turenne-Gosset, son beau-frère, 2e génie, compagnie 16-2 T, secteur 109, modifié par le service postal des armées, secteur 72. Toulon, le 27 mars 16. Cher frère, je suis sortie de l'hôpital et suis en permission à Toulon, où le soleil chauffe comme en août chez nous. Je te serre la main. Achille Dubreuil. Carte 2. À Edmond Pinchon, café de la Gare, Villiers, Bretonneux, Somme. Toulon, le 27-3-16. Cher Edmond, en main ta lettre du 23. Quel plaisir de recevoir des nouvelles comme celle-ci. Peut-être en recevrai-je aussi aujourd'hui. Excuse-moi encore de ne pas m'entretenir plus longtemps avec toi. Tu sais que ce n'est pas la mauvaise volonté, mais je suis retenue pour mes promenades et le temps passe trop vite. Cet après-midi, je vais au pays des fleuristes. Achille Dubreuil. Carte 3, à Edmond Pinchon, même adresse. Jeudi 30 mars 1916. Cher Edmond, c'est aujourd'hui mon dernier jour de bon temps. Je prends le train ce soir à 9h express, direct pour Lyon, Dijon, qui arrive à Paris à 6h du soir. Hier, nous sommes allés au cinéma. Cet après-midi, nous allons faire un tour en mer. Je t'écrirai en arrivant à Paris. Reçois mes amitiés sincères. Achille Dubreuil. Lettre d'Achille à son frère Georges. Lundi 8 mai 1916. Mon cher frère, j'ai reçu ta lettre avec plaisir.
Il en est de même pour moi, je suis toujours en bonne santé. Tu me dis que les avions bombardent les cantonnements. Je te dirai que dans nos environs, où il y en a, ils y sont aussi, ils viennent par escadrilles. Enfin, il n'y a rien à faire. Il faut bien espérer que l'on en sortira à bien et que la guerre finira cette année. J'ai bon espoir que l'on ne passera plus l'hiver prochain. Enfin, aussitôt que tu seras en repos, paye-toi une bonne bouteille, car en ce moment, on n'a que cela pour lui. Je viens de recevoir une lettre de Clotaire. Il me dit qu'il va avoir la croix de guerre. Je ne vois plus grand-chose à te dire pour le moment. Reçois une bonne poignée de main. Ton frère, Achille Dubreuil. Lettre 5 à son frère Georges. Le 14 mai 1916. Mon cher frère, 2 mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé. Nous sommes sur le chemin des tranchées. Grande pause en attendant le soir pour monter dans la zone dangereuse. Cette fois, nous allons en 2e ligne, au mort-homme, pour 4 jours. Espérons que j'en sortirai encore bien cette fois. Il paraît qu'après ce séjour, nous allons au grand repos. Nous serions donc relevés du secteur de Verdun. Allons, je t'enverrai des nouvelles dans quelques jours. Au revoir et à bientôt. Achille est mort 48 heures plus tard. Cette lettre, la dernière certainement, est écrite visiblement rapidement, sans doute durant la grande pause dont il parle, d'une écriture plus grosse, hâtive. Lettre 6. Lettre du cousin Hector annonçant la mort d'Achille Dubreuil au beau-frère de celui-ci, Colbert Gosset, frère de sa femme Hélène. Mon cher Colbert, je te donne sur une feuille séparée les quelques détails que je connais sur la mort d'Achille, pour que tu puisses l'apprendre avec ménagement à la pauvre et chère Hélène, si tu le juges utile. Tu sais sans doute qu'Achille était brancardier à la 18e compagnie du 287e. Au mois d'avril, j'étais dans le même secteur que lui, près de Verdun, et nous nous sommes vus. La 2e fois qu'il est remonté aux tranchées, dans le secteur du mort-homme, j'y étais encore, mais je ne l'ai pas vu. C'était au mois de mai. Le 16 mai, il était dans un poste de secours avec des majors et des brancardiers, quand un obus est entré par un trou d'aération du gourbi et a tué 4 brancardiers, dont le pauvre Achille. Et blessé plusieurs autres. C'est ce qui nous a été raconté, car bien entendu, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, car le 21 mai, les Boches attaquaient dans ce secteur et s'emparaient de nos lignes. Il y a tout lieu de croire qu'Achille est resté sur le terrain, car dans ce secteur, on ne pouvait enterrer les cadavres tellement il y en avait et tellement ça bardait. J'ai quitté moi-même le secteur le 25 mai, quelques jours après le 287e, et depuis, je ne suis plus retournée par là. Je ne puis absolument confirmer les faits, mais ils doivent être exacts, et nous ne reverrons plus Achille, je le crois. Le mort-homme est une crête au nord-ouest de Verdun, dans le triangle Cumières, Châtencourt, Aisne. Cette contrée est absolument bouleversée, car on s'y est battu avec acharnement depuis février 1916, et les lignes passent encore dans les mêmes parages. Quant à Vauban, j'ai appris par un des cousins d'Hervillers qu'il avait été tué au bois de la Guérie, à 12 km, environ au nord de Sainte-Ménoude. Mais je ne connais aucun détail. Ça aurait été au commencement de 1915. Voilà les seuls détails que je puisse te donner. Que de tristesse a causé et causera cette triste guerre. Hector. Ceci n'est pas une lettre. C'est le discours lu par votre grand-mère Suzanne au tout début des années 20. Elle devait avoir une dizaine d'années lors de la visite d'un général anglais pour le projet d'un monument. Elle avait été choisie comme orpheline de guerre et sans doute bonne élève de sa classe. Elle se souvenait de cet épisode, mais je ne sais pas si elle se souvenait du rédacteur du texte. L'instituteur, un notable local ? Mon général, permettez à une petite orpheline de guerre du Verguier de vous apporter les souhaits de bienvenue de toute la population.
Nous savons que vous venez demander un emplacement pour élever un monument de souvenir aux soldats de la Grande-Bretagne tombés sur le sol de notre village en défendant la cause de la liberté. Nous, qui sommes si touchés de la perte des vôtres, nous nous associons à l'idée généreuse de la grande nation voisine qui veut immortaliser le courage héroïque de ses enfants. Pendant près de 3 ans, nous avons entendu gronder les canons vers Péronne et leurs échos remplacer ceux de nos cloches muettes sous l'occupation ennemie. Quand le vent semblait rapprocher le terrain du combat, nos oreilles étaient plus attentives et nos cœurs battaient plus fort. Nous savions que soldats anglais et français s'exposaient à toute minute à la mort pour nous libérer. Nous avons dû quitter nos maisons avant de connaître la délivrance. L'Allemand voulut imposer la paix par la terreur. Il enleva la population en février 1917. Nous avons quitté, le cœur gros, nos plus chers souvenirs. Nous avons retenu nos larmes. Vous avez pu constater, en occupant le territoire, jusqu'où l'ennemi avait poussé sa rage de destruction. Mais cette diabolique machination a manqué son but. Après un retour offensif au printemps 1918, où vous vous êtes distingués avec vos troupes, mon général, dans la défense de nos ruines, l'ennemi lâcha définitivement le terrain à l'automne. Et depuis, la vie renaît, nos champs sont cultivés, et les tisseurs font entendre de nouveau le joyeux tic-tac de leur métier. L'espérance nous soutient, espérance de voir nos maisons et nos ateliers de travaux reconstitués. Nous souhaitons que les méchants qui ne répétaient « On ne vous laissera que vos yeux pour pleurer » n'aient pas dit toute la vérité. Car après avoir pleuré, nous voulons espérer dans l'avenir voir renaître nos maisons, nos jardins, notre clocher, que l'électricité anime à nouveau nos paisibles campagnes. Nous ne souhaitons pas de larmes de nos ennemis, mais qu'ils partagent de bonne volonté ou par contrainte la dure loi du travail qui nous est imposée par leur faute, qu'ils nous aident à retrouver le confortable auquel nous pensons avoir plus de droits qu'eux, pour avoir été innocemment privés. Nous comptons, mon général, sur nos alliés dans la paix comme dans la guerre. Et il faut que l'on puisse dire plus tard dans le pays, en passant devant le monument des morts, on leur doit non seulement la liberté du sol, mais encore la résurrection du pays. Que ces fleurs de la France non mutilées soient pour vous, mon général, l'image de nos sentiments de gratitude pour les nobles actions des glorieux soldats dont vous avez l'honneur d'être le représentant. Derrière cet aspect cérémoniel et ces clichés convenus, nous avons retenu nos larmes, nobles actions, etc. Cette allocution est un véritable discours politique, allusion au problème des réparations, alliance franco-anglaise, évacuation des régions occupées, etc. Au moment des négociations des traités de paix. Je ne sais si votre grand-mère s'en est rendue compte. Il est vrai que la guerre fait mûrir vite les enfants. Ernest, fait prisonnier du 22 juin 1940, jour de l'armistice, les hostilités ayant effectivement cessé le 25 juin, évadé le 21 août 1940. Carnet de 9,6 cm sur 19,7 cm. Couverture Moleskine. 2 pages arrachées à la fin, 60 pages. 52e et 53e, demi-page. Les 2 premières pages sont consacrées à des notes sur des itinéraires qui concernent son périple d'Amiens à Gétigné près de Clisson et à ce qui serait celui de son évasion de Laval, Mayenne, à Chilade, Cantal, ainsi que les 2 dernières pages consacrées, elles, uniquement à l'itinéraire à partir de Laval. 3 juin 1940. Nous allons être nourris par l'autorité allemande. Les repas du matin et du midi ont été laissés à l'initiative des civils. Il m'a coûté 8 francs. Les habitants de Clisson, et en particulier les réfugiés à Clisson, se sont montrés magnifiquement secourables. Dimanche 23. À midi, à l'abri, au sec. Après-midi, pendant que je me rase les 2 couvertures sèches au soleil. Une bonne nuit passée sur un ping-pong. Réveil à 6 heures avec un formidable mal de rein. Lundi 24, nous reprenons goût à la vie.
À 10h, nous partons pour Nantes, à pied. Mes chaussettes mises à tremper sont abandonnées. 29 kilomètres, un calvaire. Les 3 derniers kilomètres, chemin de la Croix. Je n'ai jamais tant souffert. J'ai pensé à Suzanne, à mes enfants. J'ai songé sérieusement à m'évader. Pas d'argent. Mes pieds m'abandonnent. J'écris à 21h25. J'ai toutes mes affaires, mon petit patrimoine, seuls éléments d'un confort relatif qui peut adoucir ma vie. J'ai traîné une couverture, chandail, caleçon et veste, en pensant à mon nid, à mon foyer, et pour éviter une congestion après cette journée de marche et de sudation intempestive. En arrivant, avant d'écrire, j'ai bâti un abri sommaire qui est pour le tulier et moi le summum du confort. Toile, planche et paille mouillée. J'ai les pieds en sang et me tenir debout est un supplice. J'apprends que demain, nouveau départ pour destination inconnue. Horreur, si c'est à pied. Mardi 25. À 8h, annonce du départ. Angoisse. Mais c'est pour aller à la gare. Je m'en tire relativement bien. Embarquement à 63 par wagons à bestiaux. Nous allons à Laval. Départ à 11h. Hier soir, j'ai retrouvé mon alliance, retirée lors d'une lessive. Cela m'a réconfortée. J'ai pensé à ma Suzanne et à mes loupiaux. Quand les reverrai-je ? Nous descendons à Laval à 20h. J'ai eu un demi-pain. Longue traversée. Je reste en arrière, me traînant. Repas du soir, une tartine avec une rondelle de saucisson. Mercredi 26, réveil à 5h20. Que 1h30 pour les Water. Départ à 7h. Longue traversée pour stationner devant une usine, palais de l'exposition, où nous devons loger. Il est midi. Nous sommes entrés dans l'usine. Nous allons être très bien. WC, lavabo, paillasse sur lit à 2 étages. J'ai fait une toilette. Mes pieds se reposent. Je remarque, depuis notre départ de Clisson, que nous sommes conduits avec fermeté, mais aussi avec douceur et bienveillance. Nombreux sont ceux qui parlent le français, alors que chez nous, bien peu bafouillent quelques mots d'allemand. Je regrette de ne pas avoir mieux appris cette langue. Jeudi 27. J'ai retrouvé et relu la dernière lettre de Suzanne. Par malheur, c'est bien la plus triste qu'elle m'ait jamais envoyée, et elle est restée sans réponse. Les bruits et l'opinion générale sont que nous sommes ici pour 15 jours. Après, sera-ce le retour à la famille, à la vie ? Vendredi 28. Nous souffrons du manque de nouvelles, de l'ennui et du fait d'être captifs. De l'incertitude aussi. Pour combien de temps sommes-nous ici ? Nous donnons à nos gardiens l'impression de la docilité, mais aussi celle de l'indiscipline involontaire tant nos hommes sont bêtes. Rassemblement exécuté mal dans la cohue. À chaque fois, je remarque la même patience, le même sang-froid impassible de la part de nos gardiens, qui, tous, témoignent d'un niveau intellectuel supérieur au nôtre. Une preuve d'égard, nous n'avons pas été fouillés. Les bruits les plus extraordinaires et contradictoires circulent concernant notre libération. Quelle joie de pouvoir aller où l'on veut, quel bonheur de pouvoir s'isoler, de pouvoir vivre autrement que parmi 4000 types malodorants, voleurs, buveurs, mendiants, de pouvoir vivre en famille dans son foyer. À quand ce bonheur fou ? Dimanche 30. Hier soir, j'ai appris les clauses de l'armistice, cela m'a réconforté. Aujourd'hui, je suis moins confiant. Serons-nous démobilisés ou s'agit-il seulement des troupes de la zone non occupée ? Impossible de dormir ce matin. Puces odieuses, bruit indescriptible et mouches. Deuxième dimanche de captivité. Notre départ est consigné pour épidémie. J'ai acheté 5 œufs, mangés crus, ils me donneront quelques vitamines, ce dont nous manquons. Si le courrier pouvait être rétabli, pouvoir écrire à Suzanne, quel bonheur ! Je n'ai pas encore osé consigner cette pensée. Où sont Abel et Jean ? Leur sort doit être le mien, concentrés eux aussi quelque part dans l'Est. Ils vont connaître la vie que je connais moi-même. Dans mon ennui, dans mon impatience de vivre une vie normale et libre, impatience qui m'étreint parfois jusqu'aux confins de la folie, je me réconforte avec ces idées. Je suis un vainqueur.
Moi qui suis sorti vivant de cette guerre inepte, dans laquelle nos dirigeants nous ont engagés par trahison. J'ai fait mon devoir d'homme intelligent, raisonné et libre, m'ayant toujours placé pour n'avoir pas à combattre. J'ai tenu mon serment fait à ma Suzanne, à ma femme intelligente et aimante. Et enfin, du bonheur m'attend encore. Le bonheur de vivre en travaillant, de vivre dans ma famille, d'élever mes enfants dans l'ordre nouveau. Je rêve de verdure, de coins boisés, de prairies, de calme et surtout d'isolement. Oh, m'isoler sur une pente boisée et fraîche avec Suzanne et passer un après-midi seul, tranquille. Je rêve aussi de fouler les routes, les sentiers de France. Être démobilisé ici, sous peu, et partir à pied, par petites étapes, jusque dans le Cantal. Malgré mes pieds sensibles, cela représente pour moi le summum des situations enviables. Je vais au soleil, cela désinfecte. Lundi 1er juillet. Nous vivons dans la poussière et les mauvaises odeurs. Hier soir, prise de sommeil douloureuse. Jamais les puces ne m'ont autant brûlé. J'ai peur de me coucher sur ma paillasse et pourtant je tombe de sommeil. Au lavabo, 10 filets d'eau sans aucune pression pour 4000 types. Si, comme le chancelier l'a prédit, la paix pouvait être signée aujourd'hui. Il y a 45 jours que Suzanne et Guy m'ont quitté. Sorti d'ici, il ne faudra plus me parler ni de l'armée, ni de réunions de gens, de fêtes ou de kermesses. Je suis écœurée de la foule. Je veux vivre en solitaire, noyée dans la nature qui, elle, ne déçoit jamais. Mais quand partirons-nous d'ici ? Pas de nouvelles concernant la paix. Mardi 2 juillet, 17h. Le 2 juillet. Jamais je n'ai commencé un mois de juillet dans de telles conditions, avec un moral aussi bas, avec si peu d'espoir à mon horizon, avec tant de craintes accumulées. Qu'allons-nous devenir ? Notre gouvernement de démobilisation va-t-il se hâter de résoudre notre cas, de régulariser notre situation lamentable ? J'aurais plus d'espoir si l'autorité allemande s'était elle-même occupée de nous démobiliser. Cela se serait fait plus rapidement. J'avais tant craint la guerre, et j'ai connu la guerre. Je m'étais tant apitoyée, j'avais tant frémi en pensant au sort des prisonniers, et je suis prisonnier. J'aurais connu tout ce que j'ai le plus redouté. 22h10, un grand souffle d'espoir a soufflé ce soir. Départ, ou même libération demain ou après-demain. La cuisine n'aurait plus de vivres pour demain. Je vais dormir une nuit de plus. Sera-ce la dernière ? Mercredi 3 juillet. Nous ne savons rien, aucune information, aucune nouvelle. C'est littéralement abrutissant. Ce matin, je me suis levée à 4h pour faire une grande toilette et laver ma chemise avec baquet. Cette nuit, j'ai fait un rêve, d'une étrange précision. Je ne rêve que de Suzanne, des enfants, de tout le reste de la famille, en une réunion familiale charmante. Je me suis plus particulièrement occupée de Suzanne. Nous étions l'un pour l'autre comme deux fiancés. À tel point que je les redoute, ces rêves. Je les crains, car mes sens sont très calmes et cela finissait bien par me troubler. Je voudrais bien savoir comment Suzanne supporte ce manque de nouvelles. Que c'est long. Quand cette vie finira-t-elle ? Cette vie qui n'est faite que d'attentes. J'ai fait mon itinéraire. Il y aura vraisemblablement des trains. Mais je vois mon départ très bien par la route. Il me faudrait 20 jours. Mais en comptant sur l'autostop et sur quelques trains, je vois très bien ce voyage réduit à 6 jours. Si nous sommes libérés, vendredi, j'aurais souffert plus moralement que physiquement. J'ai eu faim, mais je n'ai pas encore souffert de la faim. Si cela se pouvait, si c'était vendredi, j'avoue que cet événement serait la plus grande joie de ma vie. Vendredi 5. Nous voici vendredi et naturellement à rien. Si. Le décret de démobilisation est daté du 4. Je pense que mon calvaire ici n'est pas terminé. C'est une mort lente. Un journal régional annonçait la réouverture des classes dans l'Ouest. Je pense que Suzanne doit avoir repris la classe. Et Jean, et Abel, où sont-ils ? Et notre famille qui ne sait rien.
Enfin, nous sommes vivants. Nous nous retrouverons et du bonheur nous serons permis encore. Samedi 6. À 10h, monsieur et madame Soufflet m'ont apporté un livre de prunes, un cake, quelle délicate attention, un paquet de gris et un cahier de feuilles à cigarettes. Un nouveau bruit. Nous quitterions le cantonnement sous 48 heures, déclaré insalubre. Certains ont des poux. Le local est trop petit pour tant de monde. 3800 hommes. L'ancien vient d'apporter des œufs au plat, du pain et 2 litres de cidre. C'est l'abondance. Depuis 3 jours, je sens mes forces revenir grâce à monsieur Meunier. Je lui dois une reconnaissance assurée. Ma résolution est prise, consciente. Il me faut résister, durer. Après avoir sauvé ma vie, je dois garder ma vie. Et cette épreuve ne sera pas la plus aisée, la plus facile à réaliser. Il me faut donc subsister le mieux possible avec les maigres moyens dont je dispose. Vivre une vie animale, ralentie, latente, comme le blé enclos dans les meules de Verhaeren, en attendant l'envolée vers la vie, en attendant la libération. Dimanche 7. Mon Dieu, quelle vie! Ce matin, j'ai dû me lever pour un besoin à 4h35. En me recouchant, il m'est venu le souvenir aigu de la chaleur du lit, de la senteur capiteuse de Suzanne endormie, du bonheur que j'avais à me nicher en elle, à la respirer. Au lieu de cela, m'étendre tout habillée sur une paillasse, recouverte d'une couverture rude, parmi les ronflements et le froid du matin, m'a donné un cafard insurmontable. J'ai appris de 2 témoins oculaires que les Allemands sont rentrés à Guise le jeudi 16 mai au soir. Stuttgart aurait annoncé qu'à la demande du maréchal Pétain, les soldats français internés allaient être démobilisés. Est-ce vrai, mon Dieu, est-ce vrai? Voici le sifflet du rassemblement pour l'appel, pour une longue station, et s'il pleut? Mercredi 10. Visite médicale. Aujourd'hui, dernier jour de ravitaillement par les civils de Laval. Je crains de plus en plus que le mois de juillet ne s'écoule sans voir notre libération. C'est atroce notre vie. C'est la pire contrainte qu'on puisse imposer à un être humain. Être parqué comme le sont les lapins. Voir des civils circuler me devient pénible. Les voir stationner devant nos fils barbelés comme des curieux au zoo m'est odieux. Et cependant, je sais ce qu'ils cherchent. Et à leur expression, surtout les jeunes femmes, je comprends qu'elles aimeraient voir leur mari, le savoir dans les mêmes conditions, mais le savoir vivant. 13h. Eh bien non, si cela devait durer, je dis non, non et non. Je viens de laver dans des conditions impossibles. À Guétigné, c'était un plaisir. Ici, c'est la pire des corvées. Vivre libre, n'importe où, n'importe comment, mais vivre libre, sans souffrir tout cela. Cette vie dénuée de tout confort, remplie comme à plaisir de conditions de vie déplorables. Oui, sortir d'ici, redevenir libre sera le plus beau jour de ma vie. Je serai exigeant quant au bonheur qu'un homme peut tirer de sa vie d'homme. Je le sens. Je veux travailler avec ardeur, mais vivre intensément dans la liberté individuelle que m'octroiera l'ordre nouveau. Que cette liberté me semblera bonne, que ma vie sera heureuse alors. Jeudi 11, hanté par le désir de m'évader. Désir attisé par une averse violente, en sueur, étouffé par l'air raréfié et empuanti, écœuré par les ronflements. J'ai vécu là des heures qui comptent dans une vie de prisonnier. Du point de vue matériel, il y en a de plus malheureux que moi. L'argent se raréfie dans les poches et les commandes sont interdites. Mais du point de vue moral, il y en a bien peu qui sont atteints comme je le suis. Pas d'intellectuel, ou alors sans profondeur, sans sensibilité. Beaucoup d'hommes âgés, beaucoup de terriens, patients, paisibles, faits aux longues attentes,
passifs comme les bœufs qu'ils ont eus comme horizon immédiat toute leur vie. Un seul émerge, soulier de Ronquerolles. Sa présence me réconforte, sa conversation me plaît, et ses narrations me donnent le vif désir de connaître la Savoie. Qui n'a pas vécu ces moments n'a pas souffert, et qui n'aura pas souffert n'aura pas à juger. Où sont Abel et Jean? Que Jean doit souffrir et peiner. Pour Abel, j'espère en ses qualités de débrouillard. Samedi 13. La société, la vie en société, en commun, la vie en groupe m'écœure jusqu'à la nausée. Je ne veux plus vivre que dans le cadre de la famille. Je vais à la soupe. Lundi 15, 10h45. Monsieur Soufflet m'a dit « Pourvu que vous ne passiez pas l'hiver là-dedans, c'est ce qu'il faut demander. » Et voilà un brave cœur, certes, une sensibilité affinée, mais qui ne peut concevoir. Et voilà le drame qui m'attend. D'une part, mon désir de vivre une vie d'homme ayant un sens profond. D'autre part, je vivrai au milieu de gens, femmes, parents, amis, qui n'auront pas souffert, qui ne comprendront pas. Je crains sérieusement de n'avoir, ici, qu'acquis de l'égoïsme, ce qui fera que je vivrai. Devrais-je broyer des sentiments et des cœurs dans mon entourage? Jeudi 25, 17h. Abel est sauf à Belfort. Tout est bien pour l'avenir, si l'avenir nous sourit un jour. Je renonce à noter mes souffrances morales. Surtout, à quoi bon? Je les porterai empreintes au fond de moi-même, et elles modifieront assez ma vie sentimentale et maternelle. Elles auront marqué leur trace, une trace qui sera un sillon. Si nous devons passer l'hiver ici, autant crever de suite. J'ai peur de ne plus savoir vivre en famille après cette épreuve. Patience à bout, illusion tuée, engouement détruit, désintéressement absolu de ce qui fait la vie. Voilà ce qui m'attend, ce que je redoute et constituera le drame de ma vie sentimentale. Car Suzanne n'aura pas senti, n'aura pas souffert la 100e partie de ce que j'ai ressenti et souffert. Elle, ici, s'en tirerait mieux que moi et rirait davantage. Et jamais elle ne comprendra mon changement, et jamais elle n'aurait l'attitude qui conviendrait à mon changement. Tant pis. Aujourd'hui, en ce moment, dégoûtée, je suis fou. Cela donnera ce que cela donnera. J'ai relevé dans sa dernière lettre un passage qui m'a fait plaisir. Nous allons redoubler nos promenades en montagne et nous tricotons. Puisses-tu, ô ma femme, réaliser ce qui seul me soutient aujourd'hui et ce qui seul comptera pour moi quand je t'aurai retrouvé. Mardi 31. J'ai un projet au point depuis 48 heures, longuement discuté avec Soulier. Il apparaît comme étant le meilleur, au point de vue réussite comme au point de vue risque. Si je n'avais pas ce maudit rhume qui me fait tousser bruyamment, je pouvais l'exécuter dès hier soir. Ce matin, un libéré, un gendarme, est parti de notre camp. Premier sur 3140. Une exhortation à la patience et attendant d'autres libérations incessamment porte l'atmosphère à l'optimisme. Dès que mon rhume sera guéri, je tente ma chance. Je n'en puis plus. Si je pouvais être à Chédad le 24 août, quel fou bonheur! Dire qu'il y a des unités repliées et des prisonniers de guerre, quand tous nous avons reçu le même ordre, attendre sur place. Des favorisés et des couillonnés, et dire que je suis un des couillonnés, eh bien je m'en sortirai, j'acquérai mes droits à la vie par mes efforts et mon sang-froid. Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11. C'est la Sainte Suzanne. Il y a eu une bonne centaine de libérés, cela compte. Les bruits les plus réconfortants circulent. 500 à 1500 pour demain ou après-demain. Quand viendra mon tour? Monsieur et Madame Soufflet sont venus me voir. D'après eux, notre maison serait habitée par des officiers allemands. On cuisine dans la cuisine, on mange dans la salle à manger, ce qui tend à prouver que les meubles demeurent. Quand viendra mon tour de départ? Je m'ennuie ces jours-ci, hier et avant-hier, à pleurer. J'ai pleuré la nuit et le matin. Enfin, que cela cesse. Lundi 19, j'ai travaillé à mes papiers toute l'après-midi. Espoir, toujours espoir. C'est ma raison de vivre. Mardi 20. Soulier, ce grand cœur, cette belle figure, m'a donné 500 francs. Mercredi 21. Soulier et moi, psst, à 7h30 environ. Nantes, à 16h, sans encombre. Jeudi 22, de Laval à Nantes, 46 francs de quart. De Nantes à Saintes, 87 francs.
Pas de traces laissées à l'hôtel de Nantes, pas de fiche de voyageur. Je passe sur le quai sans encombre. À 13h40, je suis dans le train qui passera à Clisson. Je suis à Saintes à 20h. Vendredi 23, d'Angoulême, 12h. Je suis dans le car, espoir rassuré. Dernier renseignement auprès d'une brave dame. Passage insouciant et assuré dès le départ en pensant « J'arriverai un soir et j'attendrai au lendemain matin. » Ou je crois avoir un car pour Limoges. Pas de car. Je dois attendre au lendemain, mais 6h15 pour un train. Bien reçu chez des métayers où je dîne d'1 litre de lait et de mon pain et où je coucherai. Maintenant, plus de crainte en attendant le grand bonheur. Samedi 24, Limoges à 9h. À 10h30, j'ai fini de manger. Casse-croûte de 3 gâteaux, une chopine qui me saoule, 2,50 francs. J'appellerai Limoges ville de la famine. Les restaurants sont fermés. Manque de ravitaillement. J'ai mangé à la terrasse d'un café. Tous les passants m'ont dévisagé en mangeant des yeux ce qui est sur ma table. Les passants, les hommes qui fument par jour le prix d'1 kilo de raisin, 4,50 francs. Les femmes, les jeunes filles passant fièrement sans regarder. Depuis hier, je suis mangée à puce. Je suis libre. Je quitte Limoges ce soir à 18h15. Il y a 1 an, Suzanne pleurait. Aujourd'hui, je suis libre. Dimanche 25, Aigurande, 6h30, j'ai pris un train pour Bord-les-Orgues à 10h. Si je pouvais arriver ce soir, arriver aujourd'hui, je sens mon immense bonheur proche. J'arriverai au soir, j'attendrai patiemment. Il me reste 101 francs. La vie est belle. C'est bien le premier matin où je suis sans inquiétude, heureux, baigné d'euphorie. Cette question d'argent me hantait. Je me disais, il faut que je passe la frontière avec 200 francs. Je suis passée avec 230 francs. Mes calculs, mes prévisions n'ont jamais été prises en défaut. Pour une fois, j'ai réussi quelque chose. Longuement, mûrement préparée, cette expédition a été consommée, exécutée avec maîtrise et art. Je puis le dire sans la moindre vanité. 10h05, dans le train de bord qui va directement à Riom où j'arrive à 12h. De Riom à Chelade, arrivé à 1h. Je trouve toute la famille moins Abel. Je reconnais à peine Eliane, un petit soleil avec une robe rose. Aujourd'hui, 28 septembre, où je mets mes notes à jour, je puis dire et affirmer que si on reprend goût à la vie, que si on peut encore s'intéresser à la vie, aux menues choses de la vie, que si je puis encore vivre. Quelques remarques et explications qui aideront à comprendre certains passages, éclaireront et compléteront le texte. Les compléments me sont fournis par la mémoire, notamment celle des conversations que j'ai eues avec lui concernant ces événements. Il souligne l'attitude des soldats allemands de la Wehrmacht qui les encadrent. Il les trouve bienveillants et beaucoup plus cultivés que les Français. C'est un élément que j'ai retrouvé à maintes reprises dans mes lectures de textes, mémoires, documents, romans, etc. Il m'a entre autres raconté que sa fuite du camp qu'il a accomplie à l'occasion d'une corvée d'ordures a été observée de bout en bout par un soldat allemand au repos qui roulait une cigarette et est resté silencieux. Un élément du récit peut paraître troublant, l'abondance de personnes, d'amis, qui lui rendent visite au camp. Il a en effet eu une chance exceptionnelle, car le département de l'Aisne avait comme lieu de repli, préparé à l'avance, celui de la Mayenne, chef-lieu Laval où était son camp. Les gens de l'Aisne venaient le voir le long des barbelés s'ils ne connaissaient pas un soldat. Il en a ainsi rencontré pas mal, monsieur et madame Soufflet de Croix-Fonsomme, où il était instituteur, poste double avec votre grand-mère, Meunier, son grand ami Perrat, que j'ai bien connu et qui est encore en vie au moment où j'écris ces lignes, 94 ans. Une chance incroyable. Ils l'ont ravitaillé et lui ont fourni des habits civils. Ça lui a permis, en complétant sa ration journalière, de rester en forme pour réaliser son évasion. On note par exemple le 30 juin son désir de liberté et sa volonté dès le début de s'évader. Notez aussi sa fierté qui rappelle celle d'Achille, votre grand-père maternel, de ne pas avoir combattu. 2 pacifistes dans la guerre. Votre père n'a pas suivi cette voie, lui. Autre circonstance, autre destinée. C'est Adrien qui a repris ce flambeau pacifiste, en refusant de porter les armes et en faisant son service sous la forme civile, au prix de doubler sa durée. Hommage à lui, à toi, mon fils.
quelques anecdotes recueillies oralement durant son évasion. À Saintes, il arrive le soir dans le quartier de la gare. Il y avait 2 hôtels, l'un plein d'Allemands qui faisaient la foire, l'autre désert. Il choisit, d'instinct, celui qui était plein d'Allemands. Celui d'en face a été perquisitionné par la Gestapo durant la nuit. C'est dans l'œil du cyclone qu'on est le plus tranquille. C'est le patron de l'hôtel qui le lui a appris le lendemain, avec un clin d'œil. Le lendemain, la gare était bouclée et le buffet plein d'Allemands. Il tente de passer sur le quai par le buffet, car le passage normal était contrôlé. Le garçon de café refuse de lui ouvrir la porte du buffet, donnant sur la voie, fermée à clé. Il ressort, contemple une traction avant qu'il regarde avec nostalgie, se sent surveillé et tente le passage surveillé. Il y parvient en faisant semblant de lire un livre, comme un curé son bréviaire. Heurte le feldgendarme, s'excuse, son livre tombe, il le ramasse et passe sans avoir eu à sortir ses papiers, qui étaient faux et douteux d'aspect. Du vrai cinéma. Le passage de la frontière, on disait ligne de démarcation, s'est effectué à La Rochefoucauld, près d'Angoulême, lieu succinctement évoqué dans le carnet, mais avec assez de précision dans ses conversations. Selon ses dires, cela s'est passé assez aisément. Un instituteur d'Angoulême, M. Floquin, l'a dirigé sur un ami à La Rochefoucauld, M. Pinault. Je l'ai cherché en vain, la ville entière, carte, Google, etc. Une femme qui habitait près de la ligne lui a indiqué le chemin. Descendre le long de la haie en choisissant l'heure où ne passait pas la patrouille allemande, environ 15 heures. Sauter la barrière de troncs d'arbres qui marquait la ligne, entrer dans le bois et remonter la vigne en zone non occupée. Un casseur de cailloux lui avait indiqué que la relève venait de passer. Il l'avait suivi et descendu ouvertement la prairie pendant que les patrouilles échangeaient les consignes de relève. L'instituteur d'Angoulême lui avait auparavant été indiqué par une femme qui lui avait donné à manger et lui avait dit, alors qu'il n'avait pas révélé sa situation, quand il l'a quitté, « J'aimerais que mon mari en fasse autant. » Chez les métayers de Taponac, où ils dînent de lait et de pain, ceux-ci ont soigné ses ampoules aux pieds, avec une décoction de fleurs de lys trempées dans l'alcool, et il se rappelait le plaisir qu'il avait eu à dormir dans un lit. Toutes ces rencontres indiquent une grande solidarité et complicité de la population pour ce genre de fugitifs ou de personnes irrégulières. Un début, en somme, d'une forme de résistance. Il faut, pour l'apprécier, considérer l'état du pays au cours de cet été 40. L'Allemagne triomphant sur tous les fronts, l'Angleterre très incertaine, on est en pleine bataille d'Angleterre, Pétain considéré depuis juillet comme absolument légitime, obéi par tous. À Limoges, étape dont il parle assez longuement dans son carnet, 2 gendarmes l'ont accosté à la terrasse d'un café. Ils observent ses godillots, seul équipement qu'il restait de l'armée. Il n'avait pas pu se procurer de chaussures civiles et lui demandent s'il est démobilisé. Démobilisé ? Oui. Sûr ? Si je vous le dis. Vous voulez voir mon carnet militaire ? Ça va. Comme quoi, le culot, gendarme allemand ou gendarme français, paye. Notons que votre grand-père a cessé de fumer durant sa captivité, car il avait peur, étant enrhumé, de tousser durant son évasion. Il a gardé le paquet entamé longtemps encore après la guerre, un paquet de Boyard qui a sombré dans le divorce de mes parents. Guy, appelé au service militaire le 1er juillet 1959. Au 159e bataillon d'infanterie alpine à Briançon, Hautes-Alpes. En Algérie, de janvier à novembre 1960. À Compiègne, de décembre 1960 à mai 1961. En Algérie, de mai 1961 à octobre 1961. Après la guerre, période de retour à l'espoir, joie de vivre, premières vacances dans le Midi, début de la consommation, etc., etc. Début des 30 Glorieuses, avec cependant un bémol, les guerres coloniales, Madagascar, Indochine, Algérie, qui empoisonnaient la vie politique et secouaient les consciences. L'Indochine ne concernait que les militaires de carrière. L'Algérie, vu le contexte, colonie peuplée d'1 million de pieds noirs, 3 départements français, etc., a été une autre histoire. Pas question de lâcher. Et comme le FLN était très déterminé et très soutenu,
URSS, Égypte. La guerre a été longue et le contingent engagé. Novembre 1954 a débuté la guerre d'Algérie, à laquelle, étudiant de gauche extrême, on ne disait pas encore gauchiste, je me suis opposée catégoriquement. Manifs, vote pour les partis pacifistes, distribution de tracts, brochures et ouvrages interdits, car il y avait une censure, notamment La Question d'Henri Alleg, qui fit beaucoup de bruit en son temps et qui circulait sous le manteau. J'étais sursitaire et tirais sur mon sursis le plus longtemps possible, dans l'espoir que la guerre finisse avant son expiration. J'ai été incorporée au 159e bataillon d'infanterie alpine, à Briançon, le 1er juillet 1959. Je venais de me fiancer avec celle qui sera ma première épouse, Marcel. Cela a été un déchirement. Ma guerre d'Algérie. Il faut ici que j'aborde un préalable. Pourquoi ne pas m'être insoumis? Pourquoi ne pas avoir refusé l'uniforme? Ne pas avoir déserté? Rappelons alors que le statut d'objecteur de conscience n'existait pas et que le refus était très gravement puni. On vivait encore dans l'esprit des fusillés de 17. D'autres, très rares, l'ont fait. Mon choix s'explique par plusieurs raisons. La première, je viens de l'invoquer. C'était Marcel. C'était me mettre hors la loi. Et je ne voulais pas lui imposer ce statut, la soumettre à une vie errante et précaire, car il fallait fuir. La gendarmerie, sinon, vous rattrapait vite. Je l'aurais perdu dans cette douteuse aventure, assurément. Enfin, et c'est plus difficile à expliquer, et Adrien aura sans doute, question de génération et d'idéologie, quelque peine à me comprendre. Quelles que soient les circonstances, pour moi, pour beaucoup à l'époque, on ne déserte pas. Ce n'était pas formulé aussi nettement, mais c'était ainsi. C'était, dirais-je, en quelque sorte, dans les gènes. Mon grand-père, mon père, mes oncles étaient partis sous les drapeaux. À chaque génération, sa guerre. N'oubliez pas qu'à l'heure où j'écris, la France a connu depuis 1962 sa plus longue période de paix depuis Napoléon Ier et même peut-être depuis Louis XIV. Il faudrait vérifier. La guerre était dans l'ordre des choses. On s'oppose à la guerre par des moyens politiques, de propagande, mais quand on est appelé, même à contre-cœur, on fait son devoir. Départ le 1er janvier de Briançon après une courte perme de détente, embarquement à Marseille, dans l'indifférence générale, seules quelques familles atterrées, arrivée à Alger le 2 ou le 3, embarquement immédiat dans un autorail pour la gare d'Aomar, en Grande Kabylie, puis camion jusqu'à Meknès, où était la 4e compagnie du 159 BIA, à laquelle j'étais affectée. La vie dans le poste était assez fruste, rythmée par les repas, matin tôt, casse-croûte à 10h, 12-13 heures goûter éventuel, soir. Les patrouilles quotidiennes ou quasi, de jour et de nuit, les gardes dans les miradors de jour et de nuit, pas drôle. Le repos, l'entretien du linge, courrier et lecture, visite périodique du convoi de ravitaillement qui apportait entre autres le courrier, journaux, nouvelles des copains, etc. Au moins une fois par semaine. Je suis restée sur ce piton où la vie au grand air, comme disait Reiser, était très physique. De janvier à avril 1960, le 1er avril, j'ai été nommée caporal et au cours du mois transférée à ma demande suite à une circulaire demandant un caporal volontaire à l'état-major du secteur de Dra El Mizan, comme adjoint au lieutenant vétérinaire commandant le 6e PCO, peloton cynophile opérationnel. On m'a alors envoyé à Blida, au 541e groupe vétérinaire, pour y apprendre le métier de maître chien. Un PCO était composé de 17 hommes et 15 chiens, bergers allemands, 5 chiens de garde, 5 chiens éclaireurs, qui fonctionnent à l'avant d'une troupe un peu à la manière des chiens de chasse, 5 chiens pisteurs, sorte de chien policier qui suit la piste d'un fugitif, disparu, auteur d'un attentat, etc. Le caporal n'a pas de chien, il supervise, sous les ordres. Un souvenir. Alors que le maître chien était en permission, j'ai participé à une opération importante, où dès le début de l'ascension d'une colline, l'assaut a déclenché un tir nourri, tuant un harki à quelques mètres de moi.
J'entends encore le hurlement d'un gradé. « Couchez-vous, au nom de Dieu !» Mais moi, j'étais déjà par terre, soignant mon chien qui venait de se battre avec un porc-épic, lui arrachant les arêtes de son museau en sang. L'opération a duré toute la journée, et c'est l'aviation qui y a mis fin, exterminant la bande des félagues, bien armée et aguerrie. J'entends encore aussi le bruit que faisait le déchirement dans l'air du passage des roquets, à quelques mètres au-dessus de nos têtes. Et les corps regroupés à la fin. Triste souvenir. Et celui d'un adjudant ivre, insultant un adversaire prisonnier, blessé, appuyé au tronc d'un olivier. N'en évoquons pas plus. Bref, si la vie sur le Piton était assez pénible, même si elle présentait parfois un aspect hors du temps, de grands jeux, parfois tragiques, ou de vrais westerns avec Indiens dans la montagne joués par les fels, descente au saloon et exercice de tir d'adresse, le chef de poste possédait personnellement un Colt de type Peacemaker, etc. À Dra Mizan, elle était plus variée, plus intéressante, aussi guerrière, mais moins absurde dans la routine. Il y avait le foyer du soldat, un bar-hôtel en ville, un vrai bordel, une vie sociale, une vraie camaraderie. Mais la séparation de nos familles, épouses, fiancées, était cruelle, trop longue. On avalait des tonnes de bière en flacons de 66 centilitres, des brasseries et glacières d'Algérie, objet culte de cette vie de bidasse des années 50-60. Avec les premiers postes à transistor, et pour les chanceux, le tourne-disque Tépaz. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Je me souviens que plusieurs fois, le lieutenant ou moi avons annoncé un départ en opération en l'assortissant d'une caisse de bière pour amortir le coup. Ça buvait sec. Je suis restée à Dra Mizan tout l'été 1960 jusqu'à la fin novembre. Au mois d'août, mon épouse Marcel est venue me rejoindre, accompagnée de maman, la mienne. Nous avons pris une chambre à l'hôtel de Durdura, le seul dans le village tenu par Marcel Durand. On se serait cru en France, dans un bistrot à la Pagnole, sauf que le plus gros de la clientèle du bar était composé de bidasses. Ce genre de visite était favorisé par l'armée pour montrer que le pays était calme. Son séjour a duré 1 mois sans interruption de mes activités militaires. Je prenais mes repas et dormais à l'hôtel. De fait, il n'y a pas d'opération importante pendant ce mois. Inutile de vous dire le bonheur qu'a représenté pour moi cet épisode dans l'univers où nous vivions. C'est à l'automne, les figues étaient déjà sèches dans les greniers, que se situe l'épisode du fel que j'ai pisté, toujours avec le même chien Orolf, dont le maître était absent, sans le savoir, jusqu'à la remise où le chien s'est assis. C'est le signal quand il a trouvé, devant une immense jarre censée contenir la récolte et où, on me l'a dit plus tard, s'était réfugié le fel. Devant le vide de la remise, j'ai pensé que le chien, vieillissant, était fatigué. L'un de nous deux, le fel ou moi, l'a échappé belle. J'aurais pu y perdre la vie ou gagner une médaille, la fameuse VM, Croix de la valeur militaire, qui était l'équivalent de la Croix de guerre pour l'Algérie, car, comme à l'époque l'Algérie c'était la France, nous n'y menions pas une guerre, mais le maintien de l'ordre. Admirable euphémisme qui cachait une réalité beaucoup plus sanglante. L'état de guerre a été reconnu par le Parlement en 2000. Nous partagions nos compartiments avec des légionnaires désarmés du 1er REP, parachutistes, dont l'un se disait Zigan. Je lui ai dit en allemand « Tu n'es pas Zigan, tu es un Allemand blond aux yeux bleus. » Et il m'a agressé, faisant mine de m'égorger. Je me suis dégagée. Au retour vers Bida, nous avons croisé d'autres groupes dans une gare.
Il hurlait aux fenêtres du train « Charles te colle au poteau !» et aussi chantait la chanson d'Édith Piaf « Non, je ne regrette rien ». Ensuite, de Blida à Dra-el-Mizan, mon corps d'appartenance où j'allais effectuer mon transfert dans le service vétérinaire, j'étais dans un compartiment d'autorail bourré de ces légionnaires désarmés et furieux. On les trimballait ainsi d'un bout à l'autre de l'Algérie pour les calmer. Seul avec un CRS chargé de les garder, armé d'un misérable MAS 36. Nous avons fait corps. Jamais je n'ai autant aimé les CRS. Il y avait aussi des opérations de surveillance et de maintien de l'ordre dans les quartiers populaires, sorte de casse-bas assez misérables où avaient récemment eu lieu de sanglantes émeutes suscitées par le FLN. Nous renforcions avec nos chiens des éléments de la Légion, de ceux qui n'avaient pas participé au putsch, avec qui nous avions bien fraternisé, partagé leur bière. La Cros, déjà, ils méprisaient la bière fabriquée en Algérie, et dont certains nous disaient, quand se présentait un danger, « Reste là, c'est notre boulot ». Alors, j'ai tenu une sorte de mini-journal dans un petit agenda qui a duré tout l'été, où j'ai consigné les faits marquants de ma vie d'alors, et notamment le 2e séjour de Marcel en Algérie, où j'ai passé avec elle des journées assez volcaniques à Alger lors d'une permission de 9 jours, cloîtrée à l'hôtel la nuit à cause des attentats de l'OAS qui ponctuaient la nuit d'explosion, sortie dans une ville faussement calme le jour, cinéma, restaurant, balade, sans se rendre compte vraiment du danger, ou en tout cas, en n'en tenant pas compte. Nous étions jeunes et débordants de vie, et tout cela avait un parfum d'aventure. Ce carnet confirme les mouvements que j'ai effectués et évoqués plus haut, en Algérie. Blida, Mostaganem, Dra-el-Mizan, Blida, Alger, les Ataf, Dupéré, Blida. Il contient depuis cette époque une photo de Marcel et 2 tracts du FLN que j'ai relevés sur le terrain lors d'une expédition à la suite du sabotage de poteaux électriques coupés. Je les y ai gardés depuis ce temps et je tiens à ce qu'ils y restent. C'est mon passé. Le terme « de l'eau », inquisition, indique les exactions sur la population dont j'ai été témoin. Jamais actif, je vous le jure. Quelquefois, quand c'était possible, j'essayais, et y parvenais parfois, à les modérer, voire à les empêcher. Et le mot « indifférence », le 31, peut vous choquer. Il est dû sans nul doute à la lassitude. Il y eut encore des actions menées dans la plaine de la Mitidja, désormais à la fois contre l'OAS et le FLN. Le bruit avait couru que Salan se cachait dans la région, et on l'a cherché durant plusieurs jours. Il est intéressant de noter que durant l'été et l'automne 61, 6 mois avant le cessez-le-feu et en pleine négociation de De Gaulle avec le FLN, les combats continuaient sans relâche. L'armée est comme ça. Tant qu'on n'a pas la consigne d'arrêter, on continue, avec autant de vigueur et d'énergie. À Dupéré, on a abattu un responsable important lors d'une opération sanglante durant cet été. Il est surnommé El Parisiani, parce qu'il avait vécu sa jeunesse à Paris. Nous avons été chargés de convoyer son secrétaire, qui s'était rendu de la manière la plus traditionnelle, en abordant un drapeau blanc au bout d'un bâton, quand son chef a été tué en tentant une sortie. À Dupéré, Je me souviens d'un retour d'opération où plusieurs unités qui y avaient participé s'étaient retrouvées au point de jonction. Certains avaient fait des prisonniers que les gendarmes avaient récupérés. L'un d'eux a demandé à un de mes maîtres chiens d'utiliser son chien pour faire parler les prisonniers. Et en tant que responsable du peloton, je m'y suis violemment opposé, renvoyant avec délice le gendarme à ses turpitudes. Voilà, ça ne fait pas de moi un héros. C'est une toute petite anecdote dans cet océan d'horreur que peut être une guerre subversive. Cela a introduit chez moi une réflexion à long terme sur la guerre et la violence. La violence est inhérente à l'homme, n'y revenons pas.
La guerre, quelle qu'elle soit, est un acte politique, décidé par les politiciens. Elle peut plonger l'homme dans l'horreur et quelquefois le dépassement de soi. Mais quelles que soient les circonstances, elle confronte toujours l'individu à lui-même. La torture, pendant la guerre d'Algérie, on en parle beaucoup, surtout maintenant, après un blackout de plusieurs dizaines d'années, comme on parle beaucoup, surtout maintenant, de Vichy. On l'a expliqué, certains même justifié. On ne peut l'excuser. Mais ce phénomène a existé, comme ont existé des exactions, nombreuses et barbares, du FLN. Une guerre révolutionnaire est menée par des gens fortement convaincus. Ils ne se mettent à table que sous la torture, physique ou morale, c'est un fait. Alors, la tentation est forte, par exemple, de torturer un homme pour éviter un attentat qui en tuera ou en blessera des dizaines. C'est ce qui s'est passé avec les parades massues lors de la bataille d'Alger. C'était le seul argument avancé pour justifier ces faits. À partir de là, et c'est ce qui est le plus grave, le phénomène s'est étendu à pratiquement toutes les unités combattantes. Emporter la Gégène, dynamo manuel qui servait à alimenter le téléphone fixe de campagne, dans une opération ne s'expliquait que par l'intention d'interroger avec violence, s'en servir pour faire parler. Confère le mot de De Gaulle en 1958, il faut que le téléphone serve désormais à parler et non à faire parler les civils rencontrés dans les Mectas et les prisonniers capturés sur le terrain. Car bien sûr, sur le terrain, les unités engagées communiquaient entre elles par radio. Cette gangrène ne s'explique que par un désir de maîtriser absolument la situation en terrorisant la population, d'obtenir à tout prix les renseignements indispensables dans une guerre subversive, mais aussi par une obscure pulsion de sadisme qui, je l'ai constaté, habite beaucoup d'entre nous, parfois des êtres insoupçonnables, en d'autres circonstances. En tout cas, soyez persuadés que votre père n'a jamais participé à ces saloperies. Car à ma connaissance, on n'y a jamais obligé personne, uniquement des volontaires. Toute guerre est politique, décidée par les politiques et exécutée par les militaires auxquels il ne faut pas trop demander concernant les moyens à employer pour atteindre le but fixé, à savoir ici la pacification de l'Algérie. On n'en regarde pas la propreté. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que, tout simplement, une guerre comme celle-là, il ne faut pas la faire, ne pas y exposer les enfants de la nation. On pouvait beaucoup mieux négocier l'indépendance de l'Algérie qu'on ne l'a fait, exemple Maroc, Tunisie, Afrique noire, et éviter les 30 000 morts français, moyenne 10 par jour, et je ne sais combien de milliers d'Algériens. Donc, après l'été dans le Loir-Nice, retour à Blida, avec la routine du maintien de l'ordre anti-FLN et anti-OAS. J'ai fini mon temps militaire dans ce camp, plutôt confortable, logé dans une chambre personnelle, nourri aux messes communs, officiers, sous-officiers, etc. Je participais d'ailleurs peu aux opérations susdites, car j'étais responsable d'une classe de maîtres chiens à instruire. J'étais, comme on dirait, dresseur de dresseurs, et la vie était facile, au regard de ce que j'avais connu auparavant. J'ai été libérée le 1er novembre 1961, démobilisée le 7 après une dernière permission libérable. Dernière traversée en bateau, dernier train, debout de Marseille à Paris ou assis sur mon sac marin. Le retour à la réalité. Cette parenthèse de 28 mois s'apparentant plutôt à un rêve, pas toujours un cauchemar d'ailleurs, a été rude. J'ai pris un poste au CEG Michelet à Saint-Quentin le lendemain de ma démobilisation, le mercredi 8 novembre. À l'époque, le jour chômé de la semaine était le jeudi. Le principal m'a convoqué pour me dire « Borde, vous revenez du service militaire, vous savez défiler. C'est vous qui conduirez les élèves au monument du 11 novembre. » J'ai plongé sans transition de l'éducation des chiens à celle des enfants, sans préparation. Un mot peut-être sur une carence de ce récit. Vous y trouverez peut-être peu de choses sur les sentiments que j'ai pu éprouver, les affects. Et que c'est difficile à dire, à exprimer, surtout 50 ans après. Ceci peut être comme indication.
Nous avions, en tout cas moi, j'avais l'impression de vivre une existence en marge, une parenthèse dans la vie réelle, anormale, à laquelle il fallait bien s'adapter. Une conscience permanente du danger, un danger diffus en tout temps, plus précis en certaines circonstances. Opérations, contrôle, liaisons routières. Des peurs intenses rares, mais marquantes. En opération. J'ai noté un fait connu de bien des combattants et souvent rapporté. On a peur après l'événement, aussitôt après. Dégoût, souvent. De grands épisodes de cafard, dus à la séparation, au sentiment d'inutilité, de vanité de cette existence, de ces actions. Cuite mémorable, ça buvait sec. Des moments joyeux aussi, l'âge aidant, l'insouciance de la jeunesse. Bref, un moment de vie hors norme. Un dernier mot sur le retour, qui en dit long sur les mentalités de l'époque. Le retour, le mien y compris, des appelés d'Algérie, s'est effectué dans un fracassant silence de la part des aînés. Pas une question, pas une allusion, pas un « comment ça s'est passé ?» Raconte. Il est vrai que nous n'étions guère bavards non plus, et aurions parlé avec réticence. Mais qu'on nous montre un peu de curiosité, un peu d'intérêt pour cette période grise de notre vie, nous aurait peut-être un peu soulagés. À l'inverse, rien, pas un mot, comme s'il ne s'était rien passé. Le pays avait honte de cette guerre, et c'est sur ses enfants qu'il a fait peser cette honte. Alors que les anciens de 14-18, encore nombreux à l'époque, ceux de 39-45, les anciens prisonniers, finalement peu glorieux, parlaient volontiers de cette expérience majeure, rien ne semblait les intéresser de la nôtre. Ce silence, rompu seulement une génération plus tard, fin des années 90, début 2000, surtout par des universitaires, dans des formes forcément moins sensibles, est un phénomène explicable sans doute, mais qui a été rude à supporter pour ceux qu'on a appelés la génération des Djebel. Ce silence, je viens de le rompre pour vous. Ces mots concluent l'histoire de 3 générations dites du feu. L'histoire familiale Borde, du Breuil du XXe siècle en quelque sorte. Parcours si différents, la destinée tragique d'Achille, les souffrances captives d'Ernest, la guerre coloniale de Guy, la dernière guerre de notre histoire. Votre génération, celle de la crise, a connu d'autres épreuves, bien différentes. Les suivantes en connaîtront d'autres aussi. Transmettez-leur celle-ci. Guy. Penses-tu que nous aurons le bonheur de rentrer pour l'automne prochain ? Patience, mon cher Edmond, nous rentrerons. Il faudrait croire à 2 bons dieux, un pour les Allemands et un pour les Français. Le mot vengeance ne doit pas exister. Je suis heureux d'être infirmier pour ne pas tirer sur des hommes comme moi, qui pour la plupart sont pères de famille. Penser que l'on peut passer encore l'hiver dans ces trous humides, avec les rats, les poux et toute la vermine possible. J'ai bon espoir que l'on ne passera plus l'hiver prochain. Nous sommes sur le chemin des tranchées. Cette fois, nous allons en 2e ligne. Allons, je t'enverrai des nouvelles dans quelques jours. On leur doit non seulement la liberté du sol, mais encore la résurrection du pays. Puce odieuse, bruit indescriptible et mouches. Où sont Abel et Jean ? Le bonheur de vivre en travaillant, de vivre dans ma famille, d'élever mes enfants. Je rêve de verdure, de coins boisés, de prairies, de calme et surtout d'isolement. J'avais tant craint la guerre et j'ai connu la guerre. J'aurais connu tout ce que j'ai le plus redouté. Nous ne savons rien, aucune information, aucune nouvelle. Et Jean ? Et Abel ? Où sont-ils ? Tuer le temps, tout est là. Vaincre le temps.
vivre libre, n'importe où, n'importe comment, mais vivre libre. Hanté par le désir de m'évader. Qui n'aura pas souffert n'aura pas à juger. Une trace qui sera un sillon. J'élabore avec Soulier un plan très sérieux. Et reçu un pain de Monsieur Soufflé. J'ai le cafard. Espoir, toujours espoir. C'est ma raison de vivre. Il faut que je passe la frontière avec 200 francs. Aujourd'hui, je suis libre, libre. La vie est belle. Un petit soleil dans une robe rose. 2 pacifistes dans la guerre. Hommage à toi, mon fils. À chaque génération, sa guerre. Couchez-vous, nom de Dieu! Admirable euphémisme qui cachait une réalité beaucoup plus sanglante. La guerre confronte toujours l'individu à lui-même. Toute guerre est politique. Une guerre comme celle-là, il ne faut pas la faire. Ne pas y exposer les enfants de la nation. De grands épisodes de cafard. Vanité de cette existence, de ces actions. Des moments joyeux aussi, l'insouciance de la jeunesse. Le retour des appelés d'Algérie s'est effectué dans un fracassant silence. Pas un mot. Ce silence, je viens de le rompre pour vous. Transmettez-leur celle-ci.